Bienvenue dans Breton d'ailleurs, l'émission qui vous fait voyager et partir à la découverte des Bretons partis s'installer à l'étranger. Ce mois-ci, nous sommes à Hong Kong, littéralement le port au parfum ou le port parfumé en cantonais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en guise de parfum, c'est plutôt la pollution qu'on respire ici, puisque Hong Kong est une ville très polluée. Ce qui explique aussi d'ailleurs la brume que vous voyez derrière moi qui recouvre la ville quasiment toute l'année. Mais cela n'empêche pas cette ville de 7 millions d'habitants d'attirer toujours autant, notamment les étrangers. Et cela malgré la rétrocession de cette colonie britannique à la Chine en 1997. Les Britanniques sont toujours très nombreux, mais aussi les Français qui, eux, viennent de plus en plus à Hong Kong, vous le verrez, et notamment bien sûr les Bretons. Allez, avant de retrouver nos Bretons de Hong Kong, je vous propose une petite visite de ce territoire chinois qui conserve ses spécificités. Regardez. Et parmi les spécificités de Hong Kong, il y a déjà son architecture et son emplacement, tourné vers la mer et les échanges. Situé au sud-est de l'Empire du Milieu, ce territoire de plus de 1000 km² s'ouvre sur la mer de Chine et se compose de 3 parties. Une autre spécificité. Voici la plus vaste et la plus récente, les nouveaux territoires. Une partie en pleine expansion qui couvre près des 9/10 de la région administrative et qui héberge la moitié de ses 7 millions d'habitants, essentiellement dans des cités dortoirs. Compte tenu de l'espace, c'est ici que Norman Foster a construit le nouvel aéroport international en 1998, le 3e du monde pour son trafic après Roissy et Heathrow. Bâti à quelques encablures de ce gigantesque port de conteneurs, également classé 3e mondial après Shanghai et Singapour. Pour autant, les nouveaux territoires sont réputés pour leur verdure et comptent la plupart des 23 parcs naturels de Hong Kong. À certains moments, on se croirait même dans les Alpes, avec ses téléphériques et ses paysages vallonnés. À d'autres, en revanche, c'est l'impression d'être à Disneyland qui domine. La version chinoise est d'ailleurs juste à côté. Une impression qui persiste notamment lorsqu'on entreprend la visite de ce grand Bouddha niché à 500 mètres d'altitude au cœur de la forêt. Forêt se dit lame en cantonais, et c'est justement le nom de notre guide. Donc nous sommes maintenant sur l'île de Longtou. On est au monastère de Pauline et donc on est en face du grand Bouddha. Et donc c'est le Bouddha en position assis en bronze, le plus grand au monde. Donc il fait au total 34 mètres. Et donc il a été construit en 81 et fini en 93. La particularité de ce Bouddha, c'est que l'idée venait du Japon. Il y avait des moines qui sont allés au Japon et ils ont eu l'idée de faire le même Bouddha qu'ils avaient vu au Japon. Et donc on appelle le Bouddha avec un visage de la pleine lune. Donc c'est un visage qui est très serein. Donc il est fait en bronze avec 202 morceaux de bronze soudés. Et donc chaque morceau pèse 1 tonne. Donc ce Bouddha fait au total 202 tonnes. Tout est immense ici. Si Lantau est l'île la plus grande de Hong Kong, la 2e partie du territoire, Kowloon, est, elle, la plus dense. À l'image de son Ladies Market, le marché le plus grouillant de la région. Dans un joyeux mélange de couleurs et de sons, on y trouve de tout. Et on y fait toutes sortes de rencontres. Ambiance traditionnelle et musique locale par ici. Ambiance manga, déguisement et exhibition par là. On est alors bien loin de l'atmosphère presque paisible qui règne sur ces sampans. Ces bateaux traditionnels toujours utilisés par les pêcheurs de Kowloon quand ils ne transportent pas des touristes. En fait, la partie la plus dense, la plus peuplée, c'est Kowloon. Sur un territoire de moins de 50 km², il y a presque 2 millions d'habitants. Et donc après, sur l'île, la surface fait aujourd'hui 80 km². Au début, elle faisait 70 km², parce qu'on a beaucoup gagné du terrain sur la mer. Et donc aujourd'hui, elle fait à peu près 80 km² et il y a à peu près 1 300 000 d'habitants sur l'île.
Et voici la troisième partie du territoire, l'île, justement, l'île de Hong Kong. Centre financier, poumon économique, subtil mélange de modernité et de tradition. Au pied de ces gratte-ciel et de ces tours de verre se cachent quelques 600 temples, bouddhistes ou taoïstes, comme celui-ci, le temple de Manmo, construit au 19e siècle, le plus ancien de Hong Kong. Un peu plus loin, on trouve d'autres marchés en plein air, comme Stanley Market, devenu un véritable attrape-touriste. Les panneaux sont d'ailleurs le plus souvent écrits en anglais, car le gouvernement hongkongais prône toujours le bilinguisme. C'est donc ici que bat le cœur historique de l'ancienne colonie anglaise. On en ressent encore l'influence, jusque dans les mariages. Hong Kong avait été cédé aux Anglais en 3 fois. La première fois, c'était en 1842, après avoir perdu la première guerre d'opium. Donc, ils avaient signé un traité qui s'appelait le traité de Nankin. Et donc, l'île a été signée pour la perpétuité. Et donc, après, il y a eu la deuxième guerre d'opium dans les années 1850. Et donc, après, ils avaient signé un deuxième traité qui s'appelait le traité de Pékin et en 1860. Donc, c'était pour céder la partie de Kowloon. Et donc, cette partie du nouveau territoire avait été signée en 1898 avec une paille de 99 ans. Donc, ce qui fait qu'en 1997, Hong Kong a été rattaché à la Chine. Un rattachement dont la Chine fêtera les 15 ans l'année prochaine, mais qui n'a pas changé grand-chose pour Hong Kong. Comme l'indique sa nouvelle appellation, région administrative spéciale chinoise, le territoire le plus riche du pays conserve un statut spécifique, ainsi que son aura britannique, et ce jusqu'en 2047 où il perdra définitivement ce statut. Et le principe, à l'époque, qui avait été agréé par toutes les parties, c'était celui qu'on appelle un pays, deux systèmes. Donc Hong Kong appartient à la Chine, mais Hong Kong est très largement autonome sur tout un tas de sujets, à vrai dire sur tous les sujets, sauf la politique étrangère et la défense. Et donc ça veut dire très concrètement que Hong Kong a une monnaie qui lui est propre, a des douanes qui lui sont propres, un gouvernement qui lui est propre. C'est un centre qui attire les capitaux, qui attire les cerveaux, qui sert de porte d'entrée et aussi de porte de sortie de et vers la Chine. Et donc Hong Kong est une économie prospère, encore une fois, mais comme économie ouverte et très volatile, elle est très sensible à la conjoncture internationale. Le taux de chômage ici est de 3%. La réalité, c'est qu'il n'y a quasiment pas de chômage à Hong Kong. Pour ce qui est de la croissance, l'an dernier, donc en 2010, la croissance était d'un peu plus de 6%. Ce qui est un taux élevé, hein, un taux intermédiaire entre les taux européens et les taux chinois, mais un taux très élevé. Hong Kong est une économie plus ouverte que la Chine, une économie de services et une économie très financiarisée. Donc effectivement, elle dépend sans doute davantage de l'état des marchés financiers que la Chine continentale. Et donc oui, je pense que s'il y a un ralentissement économique mondial, Hong Kong le subira davantage que la Chine continentale. Il n'empêche, Hong Kong continue d'attirer beaucoup d'étrangers, et notamment des Français. La présence française à Hong Kong est massive et elle est surtout croissante. Il y a à Hong Kong environ 14 000 ressortissants français et c'est un chiffre qui augmente de 10% par an. Il y a 100 à 150 Français qui s'installent à Hong Kong chaque mois. Ce qui est beaucoup, c'est bien supérieur au nombre de ressortissants de nos partenaires européens, Royaume-Uni mis à part pour des raisons historiques évidentes. Et donc il y a une présence française à Hong Kong qui est massive. Vous parliez du nombre d'entreprises. Il y a 700 entreprises françaises à Hong Kong qui emploient 30 000 personnes. Au-delà de la présence humaine, en matière économique, Hong Kong représente le deuxième excédent commercial mondial pour la France, après le Royaume-Uni. La prospérité hongkongaise est fondée sur le commerce, et notamment le commerce de détail et le commerce de détail des produits de luxe. Et donc les sociétés françaises sont très bien implantées à cet égard. Elle est fondée sur la finance. Les banques françaises sont très bien implantées ici. Elle est fondée aussi sur les vins et spiritueux et sur la gastronomie. On l'a bien vu aujourd'hui. Et donc tous ces forces de l'économie hongkongaise sont aussi des forces de l'économie française. Et puis parallèlement, le gouvernement hongkongais a bâti une politique que je crois très intelligente, consistant à supprimer tous les droits de douane à l'importation de vin pour faire de Hong Kong une plateforme pour le vin. Et c'est ce que Hong Kong est devenu, une plateforme majeure pour le commerce du vin, numéro 1 mondial, à vrai dire, pour le commerce du vin, numéro 1 mondial. Cette décision a été prise par les autorités hongkongaises en 2008 et je crois que c'est une décision qui a été bénéfique à l'économie hongkongaise,
à l'économie française, parce que nous importons beaucoup de vin ici à Hong Kong, et aux relations entre la France et Hong Kong. Une vraie aubaine pour les viticulteurs français et notamment bordelais. Avec ses 385 millions d'euros de vin exportés par an et 60% de parts de marché, la France est le premier exportateur de vin à Hong Kong. Et notamment Bordeaux, car outre son vin, la région viticole a même réussi à exporter son propre festival du vin, baptisé Bordeaux Fête le Vin. Aujourd'hui, c'est certainement la plus grosse manifestation œnotouristique de France et d'Europe, avec sans doute autour de 500 000 personnes. Et nos amis chinois et hongkongais en particulier sont venus il y a quelques années nous rendre visite. Ils ont découvert cet événement, ça leur a plu. Et ils ont désiré en faire une réplique ici à Hong Kong. Et donc depuis 3 ans, après avoir travaillé à la préparation avec eux, en accompagnant leur démarche au niveau du comité d'organisation, eh bien voilà, il y a le Wine and Dine Festival ici à Hong Kong. Et comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le voir, c'est un très grand succès. Un succès tel que pour cette 3e édition, le festival a même réussi à attirer un record de 160 000 visiteurs, soit une progression de 44% par rapport à 2010. À croire que les Hongkongais, généralement buveurs de thé, aiment aussi le vin. Ils aiment les vins de Bordeaux, ils aiment, je dirais, un certain nombre de grands vins. Voilà, ils s'intéressent aux marques, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des vins, on parle beaucoup du Château Lafite, bon, mais c'est vrai aussi pour tous les autres grands crus classés, Latour, Margaux, Aubryon, Mouton Rothschild. Pour Bordeaux, c'est une bénédiction, parce que les vins de Bordeaux, comme vous le savez, quand ils sont de grande qualité, commencent à atteindre des prix très élevés. Donc la possibilité de faire passer ces vins par Hong Kong sans taxe, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Une approche que n'approuve pas forcément ce jeune caviste rencontré sur Hollywood Road, le quartier des galeries d'art et des bars à vin. Lui n'est pas bordelais, mais malouin, et son credo, c'est le vin abordable et naturel. Nous, on représente ici un petit peu l'antithèse de cette approche du vin. Nous, on travaille avec que des petits vignerons qu'on connaît et qui font du vin naturel. On fait tout pour avoir des beaux raisins et ensuite, à partir de là, on n'a pas besoin de rajouter aucun produit en vinification. Donc notre idée, nous, c'est d'avoir les jus de raisin fermentés les plus purs possibles. Pourquoi est-ce qu'on a très peu de Bordeaux ici? C'est parce que c'est une région qui n'est pas du tout rigolote, dans le sens où c'est plus une région qui se met à faire de la spéculation et les grandes quantités industrielles et ainsi de suite. Aujourd'hui, le Bordelais, et pour moi, ils ne se sont pas vraiment remis en question. Aujourd'hui, je pense que dans le monde du vin, il y a des gens qui font du vin et il y a des gens qui font de l'argent. Voilà. Et le Bordelais aurait plus tendance à faire de l'argent que du vin. 950. 950, ouais. C'est bon? Le compte est bon, l'erreur est juste. D'accord. Ok, allez, bonne journée. Hein. Ouais, ça marche, salut. Le fait qu'un vin soit bon n'a aucun rapport avec son prix. Voilà, ça c'est ce qu'on essaie de faire croire aux nouveaux consommateurs que sont les Chinois. Bon, les Chinois, vous savez que c'est un pays qui est en pleine croissance. Certaines personnes ont beaucoup d'argent et parfois ils connaissent pas le vin, ils pensent que c'est en achetant la bouteille la plus chère qu'ils vont avoir le meilleur. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est ce que d'ailleurs ont très bien compris les Bordelais, c'est que les Bordelais vont s'arranger pour faire des vins chers. Parce qu'ils savent que ça va être acheté par des gens qui vont penser que c'est parce que c'est cher que c'est bon. C'est pas ça du tout. Donc nous, effectivement, en fait, on a des prix honnêtes. Ça veut dire que vous pouvez regarder nos prix, vous pouvez les comparer par rapport à ce que vous trouvez en France. Il y a une vraie forme de transparence à ce niveau-là, parce que quand on travaille le vin de cette manière, on est capable d'expliquer ce qu'on fait. Et un de nos plus grands clients, c'est un Hongkongais. Il doit venir, je sais pas, tous les jours, depuis 1 an. Il a goûté toute la cave. Voilà. Parce que il a compris que la démarche était saine et qu'il pourrait vraiment apprendre le vin avec nos vins, quoi. En tout cas, on ne saura jamais si ce client s'est aussi rendu au festival Wine and Dine. Sans doute pas, car en tant qu'amateur de vin naturel, il s'agirait aussi peut-être d'un adepte de la gymnastique naturelle. Un adepte du tai chi. Cet étrange ballet est à voir dans les parcs de Hong Kong au petit matin. Entre
Entre-temps, nous nous sommes déplacés au cœur de Hong Kong et au cœur du 3e festival Wine and Dine, qui, comme son nom l'indique, est un festival du vin de Hong Kong. Et je suis avec notre premier breton de cette émission et le seul breton de ce festival du vin, puisque effectivement, quand on pense vin, on ne pense pas obligatoirement Bretagne. Non, Frédéric, on pense cidre, effectivement, en tout cas ici, hein, on va penser cidre. Oui, on ne va pas penser vin, ça c'est certain. Alors bon, je suis un breton qui fait du vin. Alors, on fait du cidre aussi maintenant. On n'en a pas ici, je ne pourrais pas vous en montrer. Mais voilà. Donc, plus spécifiquement du vin. Plus spécifiquement du vin, tout Alors, à fait. vous et votre femme, Agnès, que vous avez rencontrée en France d'ailleurs. Tout à fait. Parce que ça fait que 3 ans que vous êtes ici. Ça fait 3 ans que nous sommes basés à Hong Kong. J'allais dire revenu, mais revenu pour toi. Pour moi, c'est aller à Hong Kong. Et vous êtes venu pour créer une société spécialisée dans le vin. Vous êtes importateur de vin. Racontez-nous un petit peu votre parcours depuis 3 ans. Alors, importateur, distributeur, on a commencé même un peu avant 3 ans. Parce qu'on a fait un grand tour dans les vignobles. Donc, avant de venir s'installer à Hong Kong, on a passé tout un été à faire notre première sélection. Donc, il y a quelques vins qui sont là ce soir. Et ensuite, donc, on a effectivement déménagé à Hong Kong, monté la boîte immédiatement, donc pour faire découvrir les régions viticoles françaises. Donc, on a une spécificité, on fait peu de Bordeaux. Voilà, donc on fait des vins français uniquement, peu de Bordeaux. On fait découvrir les autres régions qui ont un gros potentiel ici en Asie. Lesquelles ? Donc on fait le sud-ouest, Languedoc-Roussillon, on est très Languedoc-Roussillon, Rhône, Provence. Les rosés de Provence commencent à bien s'implanter ici. Et dans le nord, on fait Alsace, Champagne maintenant, depuis peu, et la Loire. Voilà. Donc tous les deux, vous aviez déjà une passion pour le vin. Vous, en tant que breton, c'est vrai que c'est... En tant que breton, oui, une passion amateur. On était des bons amateurs de vin. Une petite passion, voilà. On a changé nos métiers pour travailler maintenant dans notre passion. Vous n'étiez pas du tout dans le vin, ni l'un ni l'autre. Vous-même, vous étiez... J'étais dans la finance. Voilà. Et finance, vous ? moi, dans les télécommunications. Voilà. Dans les satellites. Voilà, je suis redescendu sur Terre. À Hong Kong, c'est très facile de créer une entreprise. Ça prend même pas une demi-journée. S'il y a une taxe sur les bénéfices qui est pas négligeable, hein, vous payez 17%. C'est une taxe sur les vins qui a disparu. Elle a disparu en 2008. Elle a bizarrement disparu il y a 3 ans. Pour nous, je veux dire, dans notre projet, ça a arrangé. Ça a été plus qu'une goutte d'eau. Hein. Effectivement, ça a été un bon paramètre. Expliquez-nous, avant les produits, le vin était taxé à 80% de la valeur. Oui. Et donc ça faisait beaucoup, hein, pratiquement le double du prix. Aujourd'hui, 0. Donc pas de taxe à la douane pour rentrer sur le territoire. Même qu'il n'y a pas de TVA ici. Donc ce qui simplifie beaucoup les démarches administratives et même tout ce qui se passe en termes de calcul de prix et tout. C'est très simple ici, pas de TVA. Quand vous employez une personne, vous avez, j'allais dire pas de charge, mais il y a une petite charge à payer de 5% de charge sociale, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça se fait très simplement aussi. Nous maintenant, on est 4 à plein temps dans la société. Donc l'embauche d'une personne, c'est très rapide. On a commencé beaucoup pour faire connaître en vente aux particuliers. Donc on a ouvert un caviste, donc on a un magasin qui fait connaître les vins, qui est sur Kowloon, en fait, qui n'est pas très loin d'ici. Et puis maintenant, depuis 1 an et demi, on développe beaucoup la vente aux professionnels. Donc restaurants, hôtels, et on vend à Macao également maintenant. Voilà. Bon, comme c'est une émission sur les Bretons et la Bretagne, évidemment, qu'est-ce qui vous manque le plus de la Bretagne, ici ? Ici, Hong Kong, c'est une ville très dynamique, mais bon, c'est très urbain, donc c'est très bruyant. C'est, j'allais dire, un peu pollué. Voilà. Ce qui manque de la Bretagne, c'est tous les espaces aérés où on peut respirer. Voilà. C'est le fait de respirer, quoi. C'est ça qui manque. Vous y retournez. Et vous ? Surtout la tranquillité, le paysage, la relation humaine qui nous manque beaucoup, manque un en peu. fait. C'est vrai. Vous allez régulièrement en Bretagne, tous les deux ? On y va de temps en temps, en fait. Quand on passe en France, oui, on passe en famille, donc oui. Et où ça ? Toujours les mêmes coins. Dinan, Saint-Malo. Dinan, Saint-Malo, voilà. Qu'est-ce que vous aimez, vous, de la Bretagne particulièrement ? J'aime la Bretagne, surtout sur la crêpe, le site, la gastronomie, aussi le paysage sur la côte est toujours très beau. Saint-Malo est une ville magnifique, très, très spéciale, très, très, très belle, c'est vrai. Qui dit Hong Kong dit aussi forcément finance. Il y a beaucoup de Français qui travaillent dans la finance et beaucoup de Bretons aussi. On en a trouvé 2 autres des Bretons qui travaillent dans la finance et qui travaillent même dans le même immeuble, mais pas au même étage. Je vous propose de voir leur portrait.
Et l'immeuble en question, c'est celui-ci. Avec ses 416 mètres de haut, c'est le deuxième plus grand gratte-ciel de Hong Kong, après le International Commerce Center. Son nom, le 2IFC, ou 2 International Finance Center. 88 étages dédiés au monde de la banque et de la finance. Premier arrêt, ici, au 43e étage, au bureau de notre premier breton, Morgan Cousin, un chargé d'affaires de 31 ans qui habite Hong Kong depuis 6 ans. Je suis venu dans un premier temps faisant un stage pour une entreprise française. J'ai trouvé l'environnement très sympa, le cadre, le fait de pouvoir voyager dans tous les pays autour qui sont tous les pays exotiques dont on rêve depuis la France, que ce soit la Thaïlande, les Philippines, ou, qui sont à 2 heures d'avion d'ici. Et en dehors de cela aussi tout le côté dynamique de l'île où on sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et cela m'a permis de créer un réseau et de trouver le travail chez BBVA, la banque pour laquelle je travaille actuellement. Et bon, c'est une banque espagnole, donc je me sens parfois plus en Espagne qu'à Hong Kong. Ce qui signifie peut-être aussi que la crise est davantage ressentie. Forcément, ça touche Hong Kong, surtout quand on travaille sur une banque européenne. On sait que les répercussions se font sentir ici un jour ou l'autre. Mais le fait d'être en Asie, on se sent peut-être plus en sécurité parce qu'on sait que justement les banques européennes vont davantage se tourner sur les pays à forte croissance. Et ça se passe plutôt ici. Donc, c'est-à-dire si jamais ils vont peut-être réduire leurs investissements et ce qu'ils vont faire en Europe, ils vont toujours avoir des plans d'expansion pour l'Asie. Donc on sent la crise, ça c'est sûr, mais on se sent mieux d'être ici que d'être en Europe. Surtout pour monter sa propre entreprise. Morgan, lui, a opté pour la création d'une affaire en rapport avec ses origines bretonnes. En voyant beaucoup de nos amis à nous qui se lançaient dans l'aventure de l'entrepreneuriat, on s'est dit avec un ami à moi qui était à la mission économique avec moi, pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose. Donc nous avons commencé à importer des produits de la mer français ici pour les grands restaurants, que ce soit les grands restaurants, les grands hôtels. Nous avons commencé avec les huîtres bretonnes de Pratarkoum d'ailleurs, d'Yvon Manek. Ici on va trouver des huîtres à 6 €, 7 € pièce. Donc là on en profite quand on en a une. Mais nous, on a senti qu'il y avait une opportunité, donc c'est par un manque aussi, et puis le fait de se dire qu'on est loin, mais en même temps on essaye de partager un petit peu notre culture. Ça fait 2 ans qu'on a lancé cela. C'est un marché compétitif comme tout, et donc ça commence à devenir intéressant. Et c'est vrai que pour moi ça me permet de m'évader un petit peu de tout ce qui est finance. Et ce n'est pas son seul moyen de s'évader. Ce sportif a une autre passion, la boxe. En arrivant ici, on pense à Hong Kong, on pense à Bruce Lee. C'est un petit peu le temple du kung-fu dans notre idée qu'on se fait de Hong Kong. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que les Hongkongais ne sont pas forcément de grands sportifs, on va dire. Mais il y a... je faisais beaucoup de capoeira à l'époque, il y a un art martial brésilien. Et ici, il y a très très peu de cela, c'est vraiment pas du tout développé. Et c'est beaucoup plus tourné sur la boxe et les choses comme ça. Et c'est vrai que quand on est au bureau toute la journée et qu'on est assis devant son ordinateur, c'est vrai que c'est important aussi de garder l'équilibre avec cela. Et après l'effort, le réconfort. Mais pas forcément en compagnie de Hongkongais. On aime beaucoup sortir dans les bars, on va boire des bières, on va aller en boîte de nuit ou faire des dîners chez soi. C'est vrai que les Hongkongais, ils ont une vie sociale différente, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir très tard. Ils vont sortir surtout dans des bars pour faire des jeux de dés, des jeux de main, des choses comme ça. Boire beaucoup aussi. Mais au final, on se retrouve souvent avec des expatriés. C'est vrai. Des expatriés parfois bretons, comme Thomas Poulawek. Ce gérant de portefeuille travaille dans le même immeuble que Morgan. Il se trouve quelques étages au-dessus, au 68e. Et il partage la même impression que Morgan.
ce n'est pas toujours facile de s'intégrer ici. Je dirais qu'au début, on essaye de s'intégrer, on fait des rencontres et on se rend compte petit à petit qu'on retrouve les personnes avec lesquelles on a des affinités. Et comme par hasard, ce sont des Français. Et donc, on regroupe un groupe d'amis qui nous ressemblent et puis qui ont à peu près les mêmes âges, les mêmes aspirations. Cela fait maintenant presque 5 ans que ce Morlaisien, son épouse costarmoricaine et leurs 2 enfants habitent Hong Kong. Je suis arrivé à Hong Kong en 2007. La motivation, c'était principalement de se rapprocher de la zone du monde qui était en pleine croissance, et notamment dans mon domaine d'activité. Donc c'était un choix à la fois de carrière et un choix personnel, familial, dans lequel on souhaitait avoir une expérience à l'étranger et un accélérateur de carrière pour pouvoir prendre en main des fonctions un peu plus intéressantes, un peu plus dynamiques. Donc ça fait, on était parti sur un 3 à 5 ans, ça fait déjà presque 5 ans et on se voit pour l'instant pas retourner dans le futur proche. Du coup, cet ancien banquier a même choisi de troquer son contrat d'expatrié pour un contrat local. Donc j'avais commencé à BNP Paribas, donc à Paris, et donc j'avais travaillé là-bas pendant 6 ans. Et je couvrais en partie la zone Asie depuis 2 ans quand s'est présentée une opportunité de bouger ici, donc sur laquelle j'ai saisi. Et puis après, arrivé ici, il y a eu des opportunités qui sont créées, donc j'ai changé d'entreprise. Et puis tout se passe bien sans regret. Peut-être un petit regret de la Bretagne quand même. On peut avoir là-bas qui est plus tranquille, un rythme moins élevé que ce qu'on peut avoir à Hong Kong, et puis une qualité de vie, de paysage, d'environnement qui n'ont rien à voir avec partout ailleurs dans le monde. Même si ici, il y a aussi des produits de la mer, on ne retrouve pas la même qualité en termes de, que ce soit les crevettes ou les poissons, pas du tout de goût comme on peut avoir en Bretagne. Donc après, on ne mange pas beaucoup ces choses-là. Par contre, après, on a réussi à importer de la farine de sarrasin pour faire des galettes. Et puis, pour faire des crêpes, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est une tradition qu'on perdure tous les dimanches avec les enfants. Des enfants qui, eux, ont commencé à apprendre le cantonais, parlé à Hong Kong, ainsi que le mandarin, parlé à Pékin. Donc, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, les enfants? C'était bien à l'école? Oui. Oui? T'as été au mandarin? Oui. Oui, qu'est-ce que t'as appris? Je sais pas. Comment on dit bonjour? Ni hao. Bon. Et toi, t'as fait tes devoirs? T'as fait tes maths? Oui. T'as bien travaillé? Oui. C'est bon, t'as lu ton livre? Oui. Bon, on vérifiera tout ça, hein? Ouais. Donc, comment est-ce qu'on dit au revoir en mandarin? Plus fort? Ah. Et comment tu comptes jusqu'à... Vous allez compter jusqu'à 10 tous les deux? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça? Voilà. Voilà, on se quitte dans la nuit hongkongaise. J'espère que ce breton d'ailleurs spécial Hong Kong vous a plu. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver notre émission au www.tbotv.fr. Je vous dis Kenavo ou Choi Kin, comme on dit ici en cantonais. Choi Kin!